Aurélien Saint-Toul, cette phrase-là, est-ce que vous en ferez, vous, à travers votre groupe, mention cet après-midi? Bien entendu, elle mérite une explication et à mon avis en deux temps. D'abord, il y a la première partie qui évoque l'idée qu'il n'y a pas de consensus pour envoyer de manière officielle. Je crois que c'est extrêmement maladroit parce qu'elle pourrait même laisser suggérer qu'il pourrait y avoir la volonté d'agir de manière officieuse et ça poserait une question. Mais je crois que surtout l'expression la plus problématique dans cette phrase d'Emmanuel Macron, c'est la notion de en dynamique. En dynamique, rien n'est exclu. Et c'est vrai que c'est un peu curieux cette formule de en dynamique. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire que les événements se précipitant, on pourrait être amené à prendre la décision d'envoyer des troupes combattantes au sol. C'est manifestement la définition de l'escalade. Et dans le problème de l'escalade, j'ai envie de dire, il ne s'agit pas que ça monte, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Et quand vous prenez le risque de confronter deux puissances nucléaires sur le territoire d'un tiers, alors il y a un danger. Donc une phrase comme celle-là participe manifestement du dérapage, quelque chose de mal contrôlé. Et contrairement à ce qui a été dit par le président de la République, je ne crois pas que ça crée de l'ambiguïté stratégique, comme il avait dit, mais plutôt de la confusion stratégique ou de l'agitation. Les LFI, d'ailleurs, à travers Emmanuel Bompard, a été très sévère et a parlé de folie pure, une forme d'irresponsabilité du président. Il faudra répondre. Madame Pouzirev dit on ne veut pas comprendre, mais le fait est que ce sont les alliés eux-mêmes qui n'ont pas voulu comprendre. C'est Olaf Scholz qui a répondu. Ce sont les États-Unis qui ont répondu. C'est pas Aurélien Saint-Toul de la France Insoumise qui ne veut pas comprendre. Il y a un problème, c'est que ça s'inscrit dans une série de déclarations qui relèvent du dérapage. Ouais, effectivement, c'était une réponse à une question, mais quand il a été question de partage de la dissuasion nucléaire au niveau européen, c'était en Suède en réponse à une question. Ensuite, face au chef de parti, il a dit qu'il n'y avait plus de ligne rouge. C'est une formule qui est encore une fois malheureuse. Pourquoi? Mais parce que, évidemment, Pourquoi il y a des lignes rouges. Quelles sont les lignes rouges pour vous? Mais parce que la confrontation de deux puissances nucléaires directes sur un territoire tiers, ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est une ligne rouge. Sinon, c'est qu'on ne croit pas à la dissuasion. Quelle est la ligne rouge précisément pour vous? Vous ne pouvez, Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il allait déclencher le feu nucléaire. Bien sûr que non. Mais vous ne pouvez pas avoir la volonté de laisser s'affronter deux puissances nucléaires sur le territoire d'un tiers. Pour nous, c'est une ligne rouge. Je pense que personne ne peut vouloir avoir cette situation face à soi. Ça n'a jamais existé dans l'histoire. Il faut se rendre compte que la guerre froide, elle a reposé sur l'idée que les puissances nucléaires, aussi puissantes soient-elles, ne s'affrontaient pas directement. Je vais vous laisser répondre. Oui, alors je reconnais qu'il y avait peut-être besoin d'une explication de texte. Dans ce débat, vous allez voter cet après-midi pour, contre, vous allez vous abstenir concernant le plan de soutien français à l'Ukraine. D'abord, on va attendre la déclaration de Gabriel Attal. Il y a une déclaration et donc on prendra sans doute la décision spécifiquement si Gabriel Attal nous disait des choses. Vous pourriez voter pour? Non, sans doute pas. Vous pourriez vous abstenir? Je pense qu'on votera contre dans l'état actuel des choses. Les choses. Non, mais moi je dis les choses sans problème. Dans l'état actuel des choses, on votera contre. Il y a plein de raisons pour lesquelles on voter contre. D'abord parce que, en tant que tel, l'accord a été signé. Et il faut se rendre compte que ce qui est encore une fois la volonté de l'exécutif, c'est de contourner le Parlement, parce qu'il aurait pu décider de signer un traité, et dans ces cas-là, la ratification conditionnait. Là, la volonté de l'exécutif, c'était de contourner le Parlement. Parce que c'est un accord, il n'y aura pas de ratification, c'est juste consultatif. Donc nous ne faisons pas de la figuration et nous n'acceptons pas cette idée. Sur le fond, pardon. Le deuxième point sur le fond, c'est que vous avez des éléments qui sont dans cet accord, qui d'abord postulent que nous soutenons, quoi qu'il arrive, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Et ça, c'est un élément problématique. Nous ne considérons pas que c'est votre ligne rouge, monsieur Saint-Toul. Votre ligne rouge, c'est de dire nous ne voulons pas signer un texte dans lequel est envisagée l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Nous ne sommes pas d'accord, effectivement, avec cette entrée de l'Union européenne, parce qu'elle capterait à elle seule, par exemple, 60% de la PAC. Mais ce serait un effondrement économique pour toute l'agriculture française. C'est un texte. LFI en votant contre, si c'est confirmé cet après-midi, ça veut dire quoi? Que LFI dit qu'il ne soutient pas l'Ukraine? Je suis pas sûr que Mme Pouzirev soit en état de répondre pour LFI. Non, ce serait très regrettable. Je crois que je peux vous le dire. Oui, l'interprétation politique qui en est faite. Ce sera très regrettable, bien sûr. Je ne fais jamais d'explication, je dirais, au premier niveau, justement. C'est ce que je demande à mes opposants, c'est d'avoir un peu de subtilité dans l'analyse des paroles du président. Donc je serai assez subtile dans leur recul, mais je pense que c'est de mon devoir de leur dire que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, justement, on a une menace très claire à nos frontières et qu'il ne faut pas que l'histoire bégaie et que nous baissions la garde face à une agressivité qui monte. Et c'est le responsable de la guerre,
c'est le régime du Kremlin. Le responsable de l'escalade, c'est le régime du Kremlin. Oui, bien sûr. Nous sommes en train de défendre l'Ukraine, mais à travers ça, notre sécurité, notre stabilité, nos valeurs. Ouais, je veux bien entendre tout ça, mais vous voyez dans cette déclaration, qu'est-ce que ça va changer concrètement? Qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce qui est apporté de nouveau? En réalité, le soutien à l'Ukraine, il existe aujourd'hui. Nous n'avons pas voté contre des cessions d'armement. Vous ne pouvez pas nous dire ça. On a accepté ce principe. On a accepté en toute responsabilité. Quand le ministre des Armées vient devant la commission, on lui demande de nous présenter une stratégie claire. Par exemple, quand on livre des armements, on lui demande quelle est la stratégie pour recompléter nos propres stocks, parce qu'on ne peut pas nous déshabiller pour habiller l'armée ukrainienne. Donc, ce sont des propos qu'on tient avec sérieux, avec calme, avec réflexion. On n'est pas là dans sorties contre l'OTAN, contre. Mais on a le droit d'avoir une stratégie alternative. Souverainistes qui ne sont pas, qui ne vont pas, à mon avis, dans le sens de l'histoire. Ce que vous appelez, mais ça, d'accord, on a un désaccord politique sur l'indépendance de la France et la capacité que la France a de se faire entendre comme une nation à part et qui serait capable, de résister à la Russie. Je ne pense pas toute seule. Voilà, c'est ça qui nous oppose. Ce dont il est question, ça n'est pas de savoir si la France est capable toute seule de résister à la Russie. Ce qu'il est question de savoir, c'est est-ce que la France est en mesure, par son action d'abord, de se faire entendre et de se faire et d'organiser une solution. Aujourd'hui, est-ce que la France... Il y a urgence, quoi. On est quand même dans une situation... Est-ce que ce texte va apporter... Est-ce que ce texte apportera des réponses concrètes? Je donne un exemple. Sur les livraisons d'armement, il y a les questions d'obus avec les forges de Tarbes. Juste 30 secondes sur 30 ce sujet. Aujourd'hui, les forges de Tarbes, qui fabriquent donc des corps d'obus de 155, ont été à l'arrêt pendant 5 semaines parce que on n'avait plus, soi-disant, de matières premières pour le faire fonctionner. J'ai interpellé le ministre des Armées il y a déjà plusieurs mois sur ce sujet. L'entreprise périclite et on ne sait pas pourquoi, alors que le carnet de commandes est rempli. Et vous savez que ça fait quand même plusieurs mois aussi que nous avons été sourcés de la poudre en Australie. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'anticipe pas, oui, mais on est là, passé en dans l'occurrence, ça veut dire qu'il y a un problème de matières premières. On ne s'organise pas. Donc moi, je veux bien qu'on ait des déclarations, mais il faut aussi être cohérent avec la pratique. Alors nous sommes partisans de négociations, mais attention, encore une fois, il ne faut pas nous faire dire ce qu'on ne dit pas. La négociation, ce n'est pas la reddition. Nous ne prenons pas la fin des combats. Vous savez, on dit Est-ce que vous êtes pour que Emmanuel Macron... Moi, je pense qu'à la fin, il faudra que les armes se taisent. Un peu rustique, et puis vous apporterez votre subtilité, mais n'alimente pas l'Ukraine en armes par ces livraisons, mais choisissent de façon volontariste la voie de la négociation. Alors, les deux sont compatibles. Je vais vous dire une chose. On mène une négociation comme si la guerre n'existait pas et on mène une guerre comme si la négociation n'existait pas. C'est comme ça qu'il faut agir. Mais la négociation, elle a eu lieu bien avant, justement, le 22 février. D'accord. Le 24 février 2022. Alors, on peut formuler le problème en d'autres termes. Nous avons appris de l'invasion de la Géorgie, nous avons appris de l'annexion de la Crimée en 2014. Je vous rappelle que le président je vous demande quelle est l'issue militaire possible à calmer les ardeurs de Vladimir Poutine jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille du conflit. Donc, quelle est l'issue militaire que vous espérez, madame? C'est Vladimir Poutine. Quelle est l'issue militaire que vous espérez à Vladimir Poutine pour négocier un accord de paix? Qu'est-ce que vous espérez? Il faut que l'Ukraine soit victorieuse, c'est ce que l'on a dit. En quoi consiste la victoire de l'Ukraine? Eh bien, à repousser les troupes déjà au sol de Vladimir Poutine. Sommes-nous militairement en mesure de le permettre à les rapidement retirer aujourd'hui? Est-ce que aujourd'hui nous sommes dans un contexte de guerre d'usure? La réponse c'est qu'il ne veut pas retirer ses troupes, Vladimir Poutine. Mais bien entendu, donc comment voulez-vous j'ai bien compris qu'il fallait un rapport de force. Mais moi, ce que je vous demande, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte de guerre d'usure. À quelles conditions peut-on soit faire céder peut-on faire céder la ligne russe? Peut-on faire céder la ligne russe? Si vous avez la solution, très bien. Mais moi, je peux vous dire que vous partez du principe que c'est quasiment impossible. Mais moi, je pars du principe que dans l'état actuel des forces, on va bien être obligé d'arriver à un moment de discussion. Je peux vous dire qu'il y a la deuxième question que je veux quand même mettre qui viennent de l'Ukraine. D'abord, ils ont réussi à desserrer l'étau de la marine russe en mer Noire, ce qui permet d'avoir encore dans ces cas-là, poursuivons. Ça, c'est important. Et ça, c'est parce qu'ils ont développé par leurs moyens des façons de contrer la marine russe. Deuxièmement, la résilience de l'Ukraine, elle est là. C'est-à-dire que encore une fois, nous
avons toujours été favorables au soutien financier au qui est apporté par les nations, et il faudra engager davantage les Américains pour que cela continue. L'administration ukrainienne, elle fonctionne. Le pays tourne. Cette année, il y a moins eu de rupture d'énergie en Ukraine. Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est bien parce qu'on a apporté ce soutien qu'il est efficace, qu'il y a quand même une maîtrise, un contrôle, et même que les forces russes ont été repoussées. Mais en tant que tel, on n'avait pas besoin de ce nouveau texte pour poursuivre le soutien. Olaf Scholz a levé une partie du mystère, entre guillemets, sur la présence officieuse, puisqu'il y a, on le sait, des conseillers français qui aident les Ukrainiens pour la manipulation des missiles Scalp, notamment. Est-ce que ça constitue, selon vous, une ligne rouge qui a été franchie par la France ? D'abord, je ne prends pas mes renseignements de M. Scholz et je les prends plutôt du ministre français des Armées. Donc, aussi longtemps que le ministre français des Armées ne sera pas exprimé sur le sujet, vous me permettrez de réserver ma réponse. Enfin, vous savez très bien. Alors, je vous pose ma question autrement. Ce sont des sujets sérieux. Si des soldats français, des techniciens français étaient présents en Ukraine pour aider à la manipulation des missiles Scalp, est-ce que cela constituerait pour vous et les filles une ligne rouge qui aurait été franchie ? Non, il ne s'agit pas de ligne rouge. Moi, je ne manipule pas les ultimatums. Ce dont il est question, c'est de savoir est-ce que ce sont des membres de l'armée régulière, est-ce que ce sont des membres des entreprises qui vendent ce matériel. On n'a pas interdiction d'aller sur le territoire ukrainien dans ce pays. Tout va bien. Donc, il ne s'agit pas de manipuler les lignes rouges comme ça, à tort et à travers. Par contre, il y a un sujet qui est important. D'abord, quelle est la capacité des Allemands à protéger nos secrets ? Là, il y a quelque chose qui, quand même, devrait nous inquiéter. On a eu des fuites dans la presse. Et ça inquiète sur la nature de nos propres relations avec notre partenaire. Oui, c'est pas trop le sujet. Pardon, c'est pas au cœur du débat. C'est peut-être pas au cœur du débat, mais permettez-moi en tant que vous avez le droit, mais c'est pas au cœur du débat. Vous ne faites pas diversion avec d'autres sujets. C'est pas une diversion, mais si ça vous inquiète pas, moi je dis aux mais on a plein de sujets d'inquiétude. Je fais partie de ces personnes qui s'inquiètent. Voilà. Alors, dernière question, pourquoi vous êtes contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Précisément pour les raisons que je vous ai indiquées, parce qu'elle relève du dumping total, parce que quel est l'horizon en réalité ? Si on me dit c'est dans un siècle, évidemment, il n'y a pas de raison d'être ni pour ni contre. S'il s'agit d'être à 10 ou 15 ans, alors vous avez un pays totalement déstabilisé qui n'a pas atteint aucun des standards, que ce soit en matière de corruption, que ce soit en matière de niveau de vie, que ce soit en matière de niveau des salaires. Vous ne pouvez pas intégrer l'Ukraine sans déstabiliser la totalité de l'Union européenne. J'ajoute que par ailleurs, nous défendons l'idée que s'il doit y avoir des élargissements de l'Union européenne, il faut désormais procéder par référendum dans les pays concernant. Vous avez peur de tourner le dos à Poutine en disant oui à l'Ukraine aujourd'hui dans l'Union européenne. Avec des si, vous pouvez mettre Paris en bouteille, mais en l'occurrence, ce dont il est question, c'est de savoir si l'Ukraine peut rentrer dans l'Union européenne sans la déstabiliser, la déstabiliser économiquement. C'est un facteur de déstabilisation majeur pour vous aujourd'hui de dire oui à l'Ukraine. Mais absolument. Si l'Ukraine devenait membre de l'Union européenne, elle serait déstabilisée. Le centre de gravité de l'Union européenne en termes de stabilité, basculerait. Ce n'est pas dans l'intérêt de la France. Laissez-moi vous dire l'Union européenne, mais ce n'est pas dans l'intérêt de la France. Vous avez les pays baltes, par exemple, qui sont mais que pèsent les pays baltes dans l'Union européenne et que représente vous auriez la première puissance militaire de l'Union européenne, ce serait l'Ukraine à l'issue de ça. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'intérêt de la France de ne plus être la première puissance de l'Union européenne, par exemple ? Je ne crois pas.